Bien, merci beaucoup de l'invitation. Donc voilà, c'est un cours en 3 heures, donc c'est Pierre-Alain qui va parler plutôt demain, si sa femme n'a pas accouché. Donc sinon, ça sera moi. Alors, on va vous parler de transduction. On va voir, en fait, les transductions, c'est quelque chose qui a été longtemps étudié, hein, depuis les années 60. Si vous aimez la théorie des automates, vous allez aimer ce dont on va parler ici. Donc je vais vous présenter les problèmes de base, les propriétés de base, et on verra à la fin, demain, des résultats plus récents sur ces transductions. Alors, mon point de départ, ça sera la correspondance, les correspondances entre des modèles pour spécifier des propriétés et des modèles pour calculer des propriétés. Donc des modèles de calcul et des modèles pour spécifier. Alors, pour la théorie des langages réguliers, on a une correspondance assez forte entre la logique et les automates. Hein, donc logique, modèle pour spécifier des propriétés, automate pour les calculer. Et donc en particulier, il y a le théorème de Buchy en 62 qui dit que tout langage reconnu par un automate peut être défini en logique monadique du second ordre avec le prédicat successeur. Donc ici, on est sur des langages de mots finis. Et réciproquement, toute formule de MSO peut être traduite par un automate. Donc on a une équivalence. Alors, basé sur ce résultat fondateur, il y a eu beaucoup d'extensions aux mots infinis, aux arbres finis, aux arbres infinis, aux graphes, et à d'autres logiques, hein, par exemple la logique du premier ordre. On peut se demander, si je mets la logique du premier ordre avec un successeur, qu'est-ce que j'ai à droite? Eh bien, là on a les automates apériodiques, par exemple. Voilà, alors moi je vais vous parler d'une autre extension de ces résultats. Avant ça, quand on a une telle correspondance, il y a une application très intéressante à ça, c'est le model checking. Alors, model checking, on a un système informatique dont on veut vérifier les comportements vis-à-vis de certaines propriétés. Alors, les comportements du système, on va les modéliser par un automate. Donc, il faut que ce soit des systèmes relativement simples. Donc, on va les modéliser par un automate. Et puis, les propriétés, on a besoin de les exprimer dans un langage assez haut niveau, donc idéalement une logique. Ici, on va pouvoir, par exemple, prendre MSO. Et on va se demander si, est-ce que toutes les exécutions de mon automate satisfont la propriété? Et quand on a une correspondance comme celle-là, eh bien, ça se ramène à un problème de langage. Eh bien, on peut prendre la négation de la formule, et grâce à cette correspondance, le théorème de Buchy, on transforme la négation de cette formule en automate. D'accord? Et puis on se demande si il n'existe pas de comportement de l'automate qui satisfait la négation de la formule. Donc c'est une intersection. Donc dès lors qu'on a la clôture par intersection effective pour les langages, dès lors qu'on peut tester le vide des automates, eh bien on a un algorithme pour le model checking. Alors maintenant, donc dans ce cours, on va se poser ces questions-là pour ce qu'on appelle les transductions. Alors ici, les transductions de mots finis. Donc, ce qu'on a vu avant, ce sont des langages. Donc des langages, on peut les voir comme des fonctions dans des mots finis, ici, vers 0,1. Si on veut avoir une sortie un peu plus structurée, on pourrait définir des fonctions, ici partielles, des mots finis vers les mots finis. C'est ce qu'on appelle des transductions. Et c'est ce sur quoi on va travailler pendant ces 3 heures. Alors on verra une extension aussi des transductions, non pas à des fonctions, mais à des relations binaires. Mais pour l'instant, parlons de fonctions. Alors je vous donne quelques exemples qui vont être utilisés tout au long du cours. Bien, par exemple, je veux ajouter le symbole dièse à la fin d'un mot. Alors, il y a la notion ici d'entrée-sortie. Hein, l'entrée, c'est ce qui est dans le domaine de la fonction, et la sortie, c'est ce qui est dans le codomaine.
L'entrée, je vais souvent l'écrire en rouge et la sortie en bleu. Donc ici, on a le mot A, B, B, A, B, et puis je retourne A, B, B, A, B, dièse. La fonction qui efface tous les B. A, B, B, A, B, et va vers AA. La fonction, alors j'utilise le mot fonction ou transduction souvent. Donc ici, la fonction qui prend un mot, et il y a le symbole espace qu'on voit ici, et il va transformer des blocs d'espace en un seul espace. D'accord ? Alors on pourrait aussi, ça on verra cet exemple-là, ajouter un bit de parité. Donc j'ai une séquence de bits, et je vais rajouter 1 ou 0 devant, selon que le nombre de 1 est pair ou pas. Donc je mets un 1 si le nombre de 1 est impair dans le mot. D'accord ? Et si on a 3 1, j'ai rajouté un 1 devant. Alors on pourrait faire des choses un peu plus complexes, comme prendre le miroir d'un mot. Hein, j'ai retourné le mot, ou demander à copier un mot. Hein, donc j'ai pris mon mot, je l'ai copié 2 fois. On verra des modèles qui permettent de décrire ce type de transduction. Alors, le plan du cours, c'est... je vous ai parlé de cette correspondance entre modèle de calcul et modèle pour spécifier, donc logique et automate. Le plan va suivre cette correspondance. On va d'abord parler de modèle automate pour définir des transductions. Ensuite, on verra un peu quelles sont ses propriétés, quelles sont les propriétés de ces automates pour définir des transductions, hein, les propriétés de clôture, et on verra quelques problèmes de décision importants. Donc là, on ira un peu dans le détail des algorithmes. Partie 3, on passera à la logique. Hein, comment on peut spécifier en logique de telles transductions de mot vers mot. Et partie 4, on verra des modèles plus expressifs. Hein, donc on va commencer simple, et puis après, on va aller vers plus d'expressivité. Et finalement, je vous présenterai des résultats assez récents, donc des 10 dernières années, sur les transductions et qu'est-ce qui se fait en recherche actuellement sur les transductions. D'accord ? Alors, on commence donc. Les automates, pour définir des transductions, eh bien, on appelle ça des transducteurs. Transduction, transducteur, c'est des termes que je vais tout le temps utiliser. Transducteur, c'est les machines pour définir des transductions. Alors un transducteur, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un automate fini dont les transitions permettent aussi de sortir des mots, d'écrire des mots. Donc ici, on retrouve en rouge les entrées. Alors si on ne regarde pas ce qui est en bleu, on a ici un automate fini. Donc l'état initial, je vais toujours le dénoter par une flèche entrante, et puis les états finaux ou accepteurs par un double cercle, hein, donc assez classique. Les entrées sont en rouge, donc ici on a toujours un symbole, on est sur l'alphabet AB, un symbole en entrée, et puis en bleu, j'écris les sorties. Donc si j'oublie ce qui est en bleu, j'ai un automate qui définit ici le langage, eh bien, des mots qui contiennent un nombre pair de A. D'accord ? Il va accepter que les mots rouges qui ne contiennent qu'un nombre pair de A. Et maintenant, je rajoute les sorties. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que les A, je les écris. À chaque fois que je lis un A en entrée, je l'écris en sortie. Et par contre, quand j'ai un B, j'écris le mot vide, le mot epsilon. Le mot vide, on va toujours le noter epsilon. Ok, on peut voir ici, si j'ai AA, B, AA, j'ai un nombre pair de A, donc c'est bien, j'accepte mon entrée, et je produis 4 A. Alors, quand j'écris les sorties, je les écris, je concatène à droite. Donc j'ai écrit une sortie jusqu'à un point I, puis quand je prends une transition, je vais concaténer à droite de cette sortie, ce que la transition m'indique d'écrire. Alors par contre, si je prends le mot AABA, lui, il n'y a pas d'exécution acceptante sur ce mot-là.
Hein, donc, il y a un nombre impair de A, donc là, dans ce cas-là, la transduction n'est pas définie. Hein, c'est bien une fonction partielle, et donc je noterai dom de f pour le domaine d'une transduction. Ok, alors on va voir un exemple un peu plus compliqué, la fonction qui ajoute un bit de parité en tête du mot d'entrée. Alors, 1 si le nombre de 1 dans le mot est impair, 0 sinon. Alors, c'est pas ce transducteur-là qui réalise cette fonction, ça fait partie du transducteur, on va y aller par étapes. Alors, qu'est-ce que fait ce transducteur? Il alterne entre deux états, donc QO et QE, donc pour pair impair. Et donc, il va retenir la parité du nombre de 1. Et puis, il fait simplement que copier le mot d'entrée. D'accord? Quand il voit un 1, il copie un 1. Quand il voit un 0, il copie un 0. Et il retient en plus la parité. Ok, donc pour l'instant, il ne fait pas encore ce que je lui demande. D'ailleurs, je n'ai pas mis d'états initiaux. Et donc, maintenant, ajoutons un état initial Q0. Et il y a deux cas possibles. Quand je lis, alors, supposons qu'en entrée, on lise un 0. Le transducteur n'est pas encore complet, on va encore ajouter d'autres transitions. Mais supposons que la première lettre qu'on lit en entrée soit un 0. Bien là, on ne connaît pas à l'avance la parité du mot. Hein. On doit encore lire toute la séquence, et donc on va utiliser la puissance du non-déterminisme pour considérer deux cas possibles. Soit dans le futur, eh bien, je vais lire un nombre impair de 1, soit dans le futur, je vais lire un nombre pair de 1. Et donc la première transition, celle qui est en haut, eh bien, elle a donc dans le cas du haut, on devine qu'il y aura un nombre pair de 1, et donc on écrit 0 en tête, puis le 0 qu'on vient de lire. Et en dessous, on écrit 1 en tête, et le 0 qu'on vient de lire. Dans le premier cas, on va vers l'état pair, et dans le deuxième cas, on va vers l'état impair. Okay, donc on a besoin ici du non-déterminisme. Bon, si j'avais lu de gauche à droite, de droite à gauche, mon mot, j'aurais pas eu besoin du non-déterminisme, mais bon, il faut bien fixer un sens de lecture. On verra après des transducteurs qui lisent les mots dans les deux sens. Pour l'instant, on lit de gauche à droite. Et de manière similaire, quand on lit un 1, on ne sait pas à l'avance quelle sera la parité du mot, donc on fait deux cas possibles. Bien, soit je devine qu'il y aura un nombre pair de 1 après le 1 que je viens de lire. Et donc, au total, j'aurai un nombre impair de 1. Donc j'écris 1, 1. Soit je devine que j'aurai un nombre impair de 1 après le 1 que je viens de lire. Donc au total, un nombre pair de 1. J'écris 0, et puis le 1 que je viens juste de lire. D'accord ? Des questions sur ce modèle ? Alors, bon, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de transduction comme des fonctions. Mais on vient de voir un exemple qui utilise du non-déterminisme. Ce qui veut dire en particulier que quand je lis un mot d'entrée, j'ai potentiellement plusieurs exécutions qui vont accepter ce mot. Toutes ces exécutions ne vont pas nécessairement créer les mêmes sorties. Et donc, de manière générale, les transducteurs vont définir non pas des fonctions, mais des relations binaires. Alors ici, j'ai un petit exemple. Je suis sur un alphabet quelconque, sigma, et le symbole, le petit sigma, là, c'est n'importe quelle lettre de cet alphabet. Hein, donc j'ai autant de transitions, j'ai 2 fois le nombre de lettres de mon alphabet comme transition. J'ai un seul état qui est accepteur, et tout ce que je décide de faire, c'est quand je lis un petit sigma, soit je l'efface, soit je le copie. Donc là, j'ai beaucoup d'exécutions acceptantes. Et qu'est-ce que réalise ce transducteur ? Bien, il réalise la relation des paires U-V, telle que V est un sous-mot de U. D'accord ? J'ai simplement effacé des lettres. C'est la relation sous-mot. Alors, maintenant, je vais vous donner la définition formelle d'un transducteur. Elle sera utile par la suite quand on fera des preuves.
Donc un transducteur, c'est comme un automate, un peu un tuple. On a l'alphabet sigma, un ensemble d'états Q, un ensemble d'états initiaux, I, un ensemble d'états finaux, F, et puis une relation de transition. Alors c'est là que ça va différer des automates. La relation de transition delta, elle part d'un état, elle lit un symbole d'entrée, et puis il y a ce sigma étoile bleu. C'est la production de la transition, et puis on produit et on va vers un autre état. Hein, donc si je n'avais pas mis le sigma étoile, j'aurais tout simplement un automate fini, non déterministe. Oui? Alors est-ce qu'on interdit les epsilon de transition? Ici oui, dans le cadre du cours on les interdit. Ça rajoute une difficulté technique qui n'est pas très intéressante. On peut le faire, d'ailleurs dans les livres il y a les epsilon de transition. Ça va simplifier ici certaines preuves, donc on a décidé de ne pas les mettre. Mais tous les résultats que je présente ici sont toujours valables si on a des epsilon de transition. Alors, pour ce qui est de la sémantique, ce qu'on appelle un run ou exécution, c'est une séquence de transition. D'accord? Q0, je lis sigma 1, je produis V1, je vais vers Q1, etc. jusqu'à Qn. Alors, oui. Donc ici, on voit des epsilon, et il n'y a pas. C'est parce que dans une première version, justement, on avait mis les epsilon. Ouais. Si je ne peux pas écrire, ça va être embêtant. Bon, il n'y a pas l'epsilon. Quand on a un run R, on peut définir son entrée, c'est le mot sigma 1, sigma L, et sa sortie V1, Vn. D'accord? Et alors, la relation, hein, parce que de manière générale, ça définit une relation, la relation définie par un transducteur T, je vais la noter comme ça, avec ces crochets, eh bien, c'est simplement, pour tout run acceptant, qui atteint un état final à partir d'un état initial, eh bien, je prends son entrée, sa sortie. J'obtiens une paire de mots, et je considère toutes ces paires de mots, et ça me donne la transduction. Alors, il faut que je règle ce problème. Voilà. Alors, maintenant, on va étudier... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que de la même manière que les langages définis par les automates finis, on les appelle langages rationnels, aussi, on les appelle aussi langages réguliers. Eh bien, ici, on va les relations entre mots définis par des transducteurs, on va les appeler des relations rationnelles. Donc, c'est un terme qui va revenir souvent, rationnel. Alors, regardons un peu maintenant les propriétés de clôture des relations rationnelles. On va d'abord s'intéresser au domaine et au codomaine. Alors que ce que j'appelle le domaine d'une relation R, c'est simplement tous les mots qui ont une image, et le codomaine, c'est tous les mots qui ont une préimage. Et on a que le domaine et le codomaine d'une relation rationnelle sont réguliers, sont des langages réguliers ou rationnels, hein, c'est la même chose. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment démontrer ça? Par exemple, que le domaine d'un transducteur, d'une relation définie par transducteur, est régulier. Donc, peut être défini par un automate fini.
Oui. L'automate fini qui est déterminé en retirant le sigma étoile dans le données. Exactement. Donc on prend simplement le transducteur T et dans la relation de transition delta, on projette les mots qui sont sur sigma étoile en sortie. Voilà, on oublie les sorties, simplement, ça nous donne un automate qui accepte le domaine de la transduction. Et pour le codomaine, comment? C'est pareil. C'est pareil. Alors, ça dépend un peu de la définition qu'on prend pour un automate fini. On projette l'entrée, on projette sigma rouge, là. On obtient les transitions qui sont sur sigma étoile. Alors, parfois, ça dépend quelle définition on prend. Si on prend une définition d'automate fini où on peut lire un symbole ou epsilon, bien là, il va falloir casser les mots qui ont plus qu'un symbole en plusieurs transitions. D'accord ? Si on produit que des mots vides, par exemple, là, il va falloir travailler un peu aussi pour... si on veut un automate sans epsilon transition, ben, on peut passer par un automate avec epsilon transition et puis les retirer. Ok, donc domaine et codomaine d'une relation rationnelle sont réguliers. Alors regardons maintenant l'union. Est-ce que vous pensez que les relations rationnelles sont closes par union? Oui. Mais comment le démontrer? On va utiliser le non-déterminisme. Effectivement, si j'ai deux transducteurs, un qui définit une relation R1, l'autre une relation R2, hein, donc j'ai ici T1 qui définit une relation R1, T2 qui définit une relation R2, ben, je prends simplement l'union des deux transducteurs, je prends une union disjointe et ça va me définir R1 union R2. D'accord ? J'ai le droit au non-déterminisme, donc c'est exactement comme la clôture par union des automates finis. Alors, maintenant, pour l'intersection. Alors, c'est pas la peine de lire. Est-ce que quelqu'un pense que c'est clos par intersection ou pas clos? Bon, j'ai pas mis proposition, c'est clos par intersection, donc bon, la réponse est que c'est pas clos. On va voir comment le démontrer. Alors, première étape, on peut s'intéresser à cette relation-là. Elle lie une séquence de A, une séquence de B, et puis elle efface tous les B. Alors, est-ce qu'elle est rationnelle, cette relation? Oui. Alors, quelle serait... on a déjà vu un exemple, donc il suffit simplement d'avoir ce transducteur à un état. Quand il y a un A, il copie un A. Quand il y a un B, il écrit epsilon. D'accord? Donc cette relation-là est rationnelle. Maintenant, considérons la relation qui lie une séquence de A, une séquence de B, et qui remplace tous les B par des A, et qui efface tous les A. Elle efface tous les A, elle remplace tous les B par des A. Est-ce qu'elle est rationnelle? Oui. D'accord? Et combien d'états il faut? Un seul. Oups. Donc, quand je lis un A, je l'efface. Donc, c'était pas correct avant, en fait. Il ne faut pas un seul état, parce qu'on n'accepte que des mots qui consistent en une séquence de A, puis une séquence de B. Donc, je reviens en arrière. Donc, c'était plutôt ça. Quand je lis un A, je le copie. Et puis, je peux lire des B et je les efface. OK ?
Et donc ici, c'est pareil. Quand je lis un A, je l'efface. Quand je lis un B, je le remplace par un A. D'accord? Donc ces deux relations sont rationnelles. Alors comment on pourrait, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait démontrer que les relations rationnelles ne sont pas closes par intersection à partir de ces deux relations? Exactement. Si on prend l'intersection de ces deux relations, qu'est-ce que c'est? Donc celle-là, je vais l'appeler R1, celle-là, je vais l'appeler R2. R1 inter R2, c'est AN, BN va vers AN, pour tout N. Ça, c'est pas le domaine de cette relation, c'est l'ensemble des mots de la forme AN, BN, un même nombre de A que de B. Et ça, c'est un langage qui n'est pas régulier. On a vu que le domaine d'une relation rationnelle était régulier. D'accord. Voilà, donc c'est la question. Elles ne sont pas closes par intersection. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du complément? Est-ce qu'elles sont closes par complément? D'après tout ce qu'on a vu. Oui, donc, il y a l'union, il n'y a pas l'intersection. Donc, il n'y a pas la clôture par complément, hein, le complément. Voilà, alors, elles ne sont pas closes par complément. Alors maintenant, dernière propriété de clôture, la composition. Donc ce que j'appelle la composition de deux relations, je la note R2 rond R1. Bon, bah, c'est comme la composition de fonctions, mais ici pour des relations, c'est l'ensemble des paires UW, telles que, bien, on peut passer de U à un certain V par R1, puis de V à W par R2. Donc les relations rationnelles sont closes par composition, ce qui est une bonne nouvelle, hein. Ça permet notamment d'écrire des transductions complexes à partir de transductions relativement simples en les composant. Alors, comment on pourrait démontrer ça? Bien, supposons qu'on ait un transducteur T1 qui définisse R1 et un transducteur T2 qui définit R2. Ce qu'on a envie de faire, c'est dire, tiens, T2, on doit l'appliquer aux sorties de T1. Donc T1 va tirer des transitions, ces transitions vont produire des mots, et on veut appliquer T2 sur les mots produits. Alors ces mots, ça peut être le mot vide, ça peut être des mots plus compliqués. Et donc, en fait, on va procéder ici en deux étapes. Pour tout mot, alors j'ai bien T1 et T2, donc c'est d'abord T1 qui est appliqué et ensuite T2. Pour tout mot U, d'entrée, donc dans sigma étoile, et pour tout état Q de Q2, donc c'est un état Q2 ici, eh bien, je vais regarder, bon, c'est P2, voilà. Pour tout état P2, pour tout mot U, je vais regarder tout ce que peut produire T2 en lisant U à partir de l'état P2. Et puis je vais retenir aussi l'état dans lequel il arrive. D'accord? Donc si je regarde les transitions là-haut, donc je regarde toutes les transitions
P2 vers Q2, hein, toutes les exécutions même, hein, toutes les exécutions de P2 vers un état Q2 qui, en lisant U, produisent un certain mot V. Donc je regarde tout ce qui se passe quand je lis U dans T2 et je retiens le mot produit et l'état Q2. D'accord? Bon, c'est un ensemble que je définis, j'appelle ça les productions de U sur U à partir de P2. À votre avis, est-ce que cet ensemble est fini ou infini? Donc ici c'est un abus de notation, c'est pas une simple transition, c'est une exécution entière de P2 vers Q2. U, ici, est un mot qui peut contenir plusieurs symboles. Donc ça, on peut avoir ici plusieurs transitions, mais c'est l'existence d'une exécution de P2 vers Q2 en lisant. À votre avis, est-ce que cet ensemble est fini? Alors c'est lié à votre question sur les epsilon de transition. Oui. Alors si on n'a pas les epsilon de transition, effectivement c'est fini. Pourquoi c'est fini? Bien parce que U est un mot fini. Et donc, à partir de P2, en lisant U, on peut appliquer O plus taille de U, transition. Alors, on doit consommer à chaque fois un symbole, vu qu'il n'y a pas d'epsilon de transition. Et donc, on va produire un nombre fini de V. Alors, donc cet ensemble est fini, et puis on va pouvoir le calculer. Alors maintenant, une fois que j'ai défini cet ensemble, pour réaliser la composition de T1 et T2, bien, je vais simplement faire un produit des deux transducteurs. Donc l'ensemble d'états, ça va être Q1 croix Q2, l'ensemble des initiaux I1 croix I2, les finaux F1 croix F2, et delta, la relation de transition, je vais la définir comme ça. Bien, donc sur la première composante, je simule le premier transducteur T1, sur la deuxième, le deuxième transducteur, que je vais simuler par contre sur les sorties produites par le premier. Et donc, il y aura une transition de P1, P2 vers Q1, Q2 qui lie un symbole sigma et qui produit V. Si, bien, dans le premier transducteur, j'ai une certaine transition de P1 vers Q1 qui lie ce sigma et qui produit un certain mot U. Et VQ2 est une production possible du transducteur T2 sur l'entrée U à partir de l'état P2. D'accord? Donc j'ai pris en fait ici une transition de T1, elle a produit U, et maintenant je regarde ce qui se passe dans T2 quand on lit U. Eh bien, je peux produire V, donc je sors V. Donc une fois que j'ai calculé donc cet ensemble, prod 2, eh bien, je peux facilement avoir la composition. Calculer... alors, ici, il s'agit bien d'une seule transition. Hein, c'est un sigma, un symbole sigma d'entrée. Donc c'est une seule transition. Donc le nombre de mots U que je dois considérer ici est simplement tous les mots possibles qui apparaissent sur les transitions de T1. Donc j'en ai qu'un nombre fini et même ici linéaire dans la taille de T1. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Alors, quand tu as des epsilon de transition, déjà, bon, prod 2, il est infini, mais bon, c'est des... Bon, il est infini, mais c'est des langages réguliers hein, que tu peux produire en sortie. C'est tout ce que tu produis par des epsilon de transition. Ce sont des langages réguliers. Et donc, bon, tu peux adapter ça parce que tu as des automates pour représenter ces langages réguliers. Il y a peut-être une construction plus simple que ça. Mais voilà, l'argument, c'est que quand je lis une séquence si je reconsidère à partir d'un état P2
tout ce que je peux produire en lisant uniquement des epsilon transitions, c'est un langage régulier. Et du coup, c'est pour ça que ça va marcher. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur la composition, je vais passer à une autre partie, plutôt des problèmes de décision. Alors, avant ça, je voudrais faire une petite remarque, une petite comparaison entre transducteur et automate. En fait, un transducteur, on peut presque le voir comme un automate, mais pas sur un alphabet produit. Un alphabet où on a à la fois l'input, l'entrée et la sortie. Alors, si je prends ici un transducteur qui est composé de deux parties, hein, c'est un transducteur non déterministe. Dans la première partie, il lit une séquence de A, il les copie en sortie, et il efface le dernier. Donc il est non déterministe. L'autre transducteur, lui, il efface le premier A, et il copie tous les suivants. Donc, en particulier ici, ce transducteur n'accepte que des mots composés de A, et au moins un. Et puis, quand il lit une séquence de NA, je le note comme ça, A puissance N, c'est lire NA, eh bien, il va sortir AN-1 pour tout N supérieur ou égal à 1. Mais en fait, la partie gauche, la partie droite font exactement la même chose, mais de manière différente. En particulier, si je regarde les désexécutions sur le mot A cube, AAA, ben je note R1 l'exécution sur la partie droite, R2 sur la partie gauche, ou inversement. On a bien que ces deux exécutions définissent les mêmes paires de mots, A cube, A carré. Par contre, si je vois ces transducteurs comme des automates sur un alphabet produit, bien ici j'ai deux mots différents. Pour la première exécution, j'aurai le mot A epsilon A A A A, et pour la deuxième A A A A A epsilon. Et en fait, quand on raisonne sur les transductions, bien ça, ces deux mots composés de paires de mots, c'est la même chose. Ils sont identifiés. Parce qu'on projette justement on considère la séquence des inputs, la séquence des outputs. Donc, on pourrait voir les transducteurs comme des langages, mais ça ne serait pas suffisant, parce que ce qui nous intéresse justement, c'est simplement les paires d'entrée-sortie et pas les mots sur alphabet produit reconnus par ces automates. Et cette identification, c'est ce qui rend les choses un peu compliquées en théorie des transductions. Donc, on dit que les transducteurs sont asynchrones, parce qu'ils ont différentes manières de produire la même entrée-sortie. Et ces manières peuvent être relativement différentes, comme on le voit ici. Donc, voilà, ce que je disais, c'est que ça rend les choses compliquées conceptuellement, mais aussi au point de vue algorithmique. On verra des exemples. Alors, avant de passer au problème de décision, je voudrais faire une remarque sur des classes de transduction. En fait, je vous ai donné 3 exemples. Un exemple d'un transducteur qui effaçait tous les B dans une séquence de AB. Donc c'était la fonction f del qui est en vert. Un exemple qui ajoutait un bit de parité. Et un exemple qui réalisait la fonction sumo. La relation sumo. En fait, c'est pas par hasard qu'il y a eu ces 3 exemples. Ces différents transducteurs appartiennent à certaines classes. On peut classifier les transducteurs selon certaines propriétés. Alors, la classe la plus générale, c'est les transducteurs non déterministes. Donc, c'est celle qu'on a vue avec la définition. Et on pourrait considérer la classe des transducteurs qui définissent des fonctions. On les appelle les transducteurs fonctionnels. Et donc, dans cette classe, bien, on a vu le transducteur qui réalisait la fonction du bit de parité. Mais
on pourrait encore considérer une classe déterministe, on l'appelle déterministe sur l'entrée. C'était le cas de la fonction qui effaçait tous les b. En fait, ici, pour cette classe-là, on demande que quand on lit un symbole d'entrée, on n'ait pas de non-déterminisme. On n'ait qu'une seule transition possible par symbole d'entrée. En fait, ces trois classes de transducteurs, bien, si on prend leur sémantique, vont définir trois classes de transduction. Alors, la plus générale, c'est ce qu'on appelle les relations rationnelles, on l'a vu. Les fonctions rationnelles, bah, c'est la classe des transductions définies par les transducteurs fonctionnels, qui peuvent être non déterministes. Hein, on a vu que pour la fonction parité, ajouter un bit de parité, on avait besoin du non-déterminisme, même si ça réalise une fonction. Et pour la classe des transducteurs déterministes sur l'entrée, on a la classe des fonctions dites séquentielles. Donc ces trois classes ici vont nous intéresser. Et alors, je vous donne une autre fonction, peut-être un peu plus simple, qui appartient à la classe des fonctions rationnelles, mais pas à la classe des fonctions séquentielles. C'est la fonction swap. Elle lit un mot U qui se termine par elle lit un mot de la forme U sigma, sigma étant une simple lettre, et puis elle rajoute le sigma devant. Bien, je peux réaliser cette fonction par un transducteur fonctionnel, mais je vais avoir besoin du non-déterminisme. Hein, comme je lis les mots de gauche à droite, ben je ne sais pas à l'avance ce que je dois produire comme première lettre en sortie. Donc je dois la deviner grâce au non-déterminisme. J'ai une mémoire finie, et donc je ne peux pas stocker dans ma mémoire tout le mot U pour le produire. Donc celle-là n'est pas réalisable par un transducteur séquentiel. Donc quand je vois ces trois classes, ça amène naturellement à certaines questions qui sont, tiens, est-ce que quand j'ai une fonction qui est dans une certaine classe, je sais qu'elle est dans une certaine classe, est-ce qu'elle appartient à une autre classe? Quand j'ai une relation, est-ce qu'elle appartient à une classe donnée? Et en particulier ici, eh bien, on a trois classes. Et les questions qu'on va pouvoir se poser, je vais mettre en rouge, c'est celle-là. Quand j'ai une relation rationnelle, est-ce qu'elle appartient à la classe des fonctions rationnelles? En fait, est-ce que cette relation, qui est donnée par un transducteur, est-ce que c'est une fonction? C'est ce qu'on appelle le problème de fonctionnalité. Donc je me donne T, un transducteur non déterministe, et je me demande si la relation définie par T est une fonction. Donc, est-ce qu'elle appartient à la classe du milieu? Et on a aussi le problème dit de déterminisation. On se demande si T, ici, va être équivalent à un transducteur qui est déterministe sur l'entrée. Autrement dit, est-ce que T est séquentiel? Hein, d'abord, est-ce que T est une fonction? Est-ce que la relation définie par T est une fonction? Et dans le cas où c'est une fonction, est-ce qu'elle est séquentielle? Alors, on voit bien ici que c'est un problème. Tout transducteur, même définissant une fonction, n'est pas nécessairement déterminisable. Hein, c'est l'exemple de f-swap ou f-parity. Et donc, on peut se poser cette question. J'en ai un qui est... Je me donne un transducteur non déterministe. Est-ce qu'il est équivalent à un transducteur déterministe sur l'entrée? Donc, on va étudier ces deux problèmes. On va les étudier dans le détail. Et il y a un autre problème. Alors, avant de passer à l'autre problème, je voudrais vous donner une application du problème de fonctionnalité. Donc, j'ai un transducteur non déterministe. Est-ce qu'il définit une fonction? Eh bien, si vous connaissez les automates non ambigus, eh bien, décider la fonctionnalité permet, par exemple, de décider la non-ambiguïté des automates. Alors, un automate non ambigu,
un automate non déterministe, va être non ambigu dès lors que toute entrée sera acceptée, ou, enfin, si elle est acceptée, sera acceptée par au plus une exécution. On a quand même droit au non-déterminisme, mais par contre, sur le nombre d'exécutions acceptantes par mot d'entrée, on a une restriction, ça doit être au plus 1. D'accord ? Alors, quand j'ai un transducteur, quand j'ai un automate non déterministe, décider s'il est non ambigu, eh bien on peut le faire avec la fonctionnalité. Comment, à votre avis, on pourrait décider ça? Donc je vais peut-être mettre la définition ici. Donc pour tout mot U, donc la cardinalité de l'ensemble des R tels que R est une exécution acceptante sur U est inférieure ou égale à 1. La fonctionnalité, c'est très proche. La fonctionnalité, c'est j'ai un transducteur, est-ce que pour tout mot d'entrée U, j'ai au plus une sortie possible? Oui? Comment? On peut écrire les états par lesquels on passe. On peut écrire les états par lesquels l'automate va passer. En fait, on veut effectivement écrire les exécutions. On peut faire donc, à partir d'un automate non déterministe, un transducteur qui va lire un mot et va produire les séquences de transition ou les séquences d'état. Hein, donc si j'ai un automate A, ok, donc delta ici, on est de ce type-là, ben je vais pouvoir faire un transducteur T IF delta prime. Et alors delta prime va avoir quelle forme? Bien, quand je suis dans l'état Q, que je lis sigma, je vais écrire quoi? Ben, je vais écrire par exemple la transition T, passer par Q', pour tout T dans delta, de la forme Q sigma Q'. Donc ici, la sémantique de T, ça va être une fonction, enfin une relation plutôt, de sigma étoile dans delta étoile. D'accord? Donc j'écris les runs et on a que T fonctionnel, si et seulement si, A non ambigu. Ok? Donc tester la fonctionnalité permet très facilement de tester la non-ambiguïté d'un automate. Voilà pour l'application. Alors, avant de partir dans les preuves, je voudrais aussi vous parler d'un dernier problème, qui est peut-être le problème le plus important en théorie de transducteur, qui est le problème d'équivalence. Alors, ce n'est pas simplement la théorie de transducteur, hein, mais le problème d'équivalence, c'est un problème important en informatique, de manière générale. J'ai deux objets qui définissent, deux machines qui définissent certains objets. Est-ce qu'ils définissent les mêmes objets? Donc dans le cas des transducteurs, je me donne T1 et T2, est-ce qu'ils vont définir la même relation? C'est le problème d'équivalence. Eh bien, dans le cas où T1 et T2 sont des transducteurs fonctionnels, eh bien ce problème d'équivalence se ramène à un test de fonctionnalité.
C'est pour ça que le test de fonctionnalité est vraiment important et plus général que le problème d'équivalence, en tout cas pour ce qui concerne le transducteur fonctionnel. Alors pourquoi ça? Si j'ai deux transducteurs T1 et T2 qui sont fonctionnels, bien déjà pour qu'ils soient équivalents, une condition nécessaire, c'est qu'ils aient le même domaine. Et donc je vais d'abord tester si le domaine de T1 est égal au domaine de T2. Ça c'est quelque chose qu'on peut facilement faire. On a vu que le domaine d'un transducteur, c'est un langage régulier. En plus, on peut construire un automate qui reconnaît ce langage régulier. Donc, il suffit de faire un test d'équivalence d'automate. Ça, on sait faire. Et la deuxième étape, c'est simplement, on prend l'union disjointe de ces deux transducteurs et on teste si l'union disjointe est fonctionnelle. Si elle n'est pas fonctionnelle, c'est qu'on a trouvé un mot d'entrée U, et avec deux sorties possibles, par T1 et par T2. Donc, une sortie par T1 qui est différente d'une sortie par T2 sur ce même mot d'entrée. Donc, les transducteurs ne peuvent pas être équivalents. Voilà pourquoi on s'intéresse au problème de fonctionnalité. Alors, il y a une étape qui est assez coûteuse quand même, c'est tester que les domaines sont les mêmes. Pourquoi? On a vu effectivement que le domaine d'un transducteur est régulier. On peut construire un automate non déterministe pour tester, qui reconnaît le domaine. Et il faut maintenant tester l'équivalence de deux automates non déterministes. C'est un problème qui est PSpace complet. Donc, cette première étape est assez coûteuse. Bon, dans le cas où T1 et T2 sont des transducteurs déterministes sur l'entrée, ce test-là peut être fait en temps polynomial, parce que l'automate qui reconnaît le domaine va être un automate déterministe. Et là, tester l'équivalence des automates déterministes, ça se fait en temps polynomial. Mais dans le cas général, eh bien, on va avoir ici une complexité dans PSpace. Pour cette première étape, on va voir maintenant, pour la deuxième étape, tester la fonctionnalité d'un transducteur. On va voir combien ça coûte. Alors, je vais d'abord vous donner une première manière de démontrer que le problème de fonctionnalité pour un transducteur est décidable. Je n'ai peut-être pas dit, mais tous ces problèmes en fait sont décidables, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment les décider? Alors, je veux vous donner aussi cette première approche, on verra une deuxième approche, parce qu'elle illustre bien les techniques dont on a besoin quand on travaille sur la théorie des transducteurs. Et en particulier, on a besoin de faire un peu de combinatoire de mots. Alors, tout se base ici sur un lemme qui a été démontré par Schützenberger, qui dit que quand un transducteur n'est pas fonctionnel, eh bien, il va exister deux exécutions, R1, R2, sur le même mot d'entrée, donc c'est la propriété 1, qui vont produire des sorties différentes, et telles que, et c'est la propriété la plus importante, la propriété 3, R1, R2 sont petits. Sont petits, par petit on entend de taille polynomiale dans la taille du transducteur. D'accord? Alors on va voir comment démontrer ce lemme, mais peut-être que vous pouvez déjà me dire pourquoi ça nous donne un algorithme pour tester la fonctionnalité, si on a ce lemme. Effectivement. On connaît le polynôme. Oui, du coup, on peut les deviner, on est en PSpace. Donc, on a des exécutions de taille bornée qui sont des témoins de non-fonctionnalité. On va les deviner. On a donc un algorithme non déterministe en espace polynomial, NPSpace, qui est équivalent à PSpace. On a un algorithme PSpace. Ok, donc voyons un peu comment on peut démontrer ce lemme. Alors pour ça, je vais
Donc ici, j'ai une relation R, c'est la relation définie par mon transducteur T, et je suppose qu'elle n'est pas fonctionnelle. Et donc, en fait, ça me donne ici un mot U, une paire UV et une paire UW, telle que V est différent de W. Donc, je suppose l'existence de tel mot. Et ben, ces deux paires sont générées par des exécutions de mon transducteur R1 et R2. Eh bien, de ces deux exécutions R1 et R2, je vais créer des exécutions plus petites si mon entrée est assez longue. Alors en particulier, si l'entrée est assez longue, si le mot U d'entrée est assez long, comme les transducteurs lisent à chaque fois un symbole, le transducteur T va lire à chaque fois un symbole, bien les exécutions R1 et R2 vont être aussi longues. Et donc si c'est assez long, ce qu'on va pouvoir faire, c'est décomposer ces deux exécutions par des boucles. Et en particulier, on va avoir un état Q qui se répète 3 fois en haut et un état P qui se répète 3 fois en bas. Donc si on oublie la partie du bas, avoir un état qui se répète un nombre arbitraire de fois, enfin un nombre constant de fois, par exemple 10 fois, dans une exécution, il suffit de prendre un mot qui a 10 fois le nombre d'états comme longueur. Donc en particulier ici, pour avoir Q qui se répète 3 fois, il suffit de prendre un mot U qui est de taille au moins 3 fois le nombre d'états. Donc c'est classique. Si maintenant on prend un mot qui est de longueur au moins 3 fois le nombre d'états au carré, bien c'est pas simplement un état qui va se répéter, mais c'est une paire d'états qui va être au même endroit dans le mot d'entrée qui va se répéter 3 fois. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici j'ai écrit un mot U1 qui apparaît en haut et en bas, qui arrive en QP, ensuite un mot U2 qui arrive en QP, U3 QP et U4. Donc c'est la même décomposition en haut et en bas du mot d'entrée. Par contre, ces deux exécutions produisent potentiellement des mots différents. Alors j'ai mis V1, V2, V3, V4 en haut, W1, W2, W3, W4 en bas. Hein, et ce qu'on a, c'est une décomposition, donc on a U qui est égal à U1, U2, U3, U4, V qui est V1, V2, V3, V4, et W qui est W1, W2, W3 et W4. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça, de cette décomposition? Bien, on aimerait démontrer qu'il y a une partie de cette exécution qu'on va pouvoir retirer. Par exemple, si je retire le mot U2, en haut et en bas, bien comme j'ai une boucle sur QP, ça me donne toujours deux exécutions acceptantes, alors sur un mot plus court, qui sera le mot U1, U3, U4. D'accord? C'est pareil, si je retire U3, je pourrais aussi retirer juste la partie U3. Ou je pourrais retirer la partie U2, U3. Si je supprime U2, U3, eh bien j'ai maintenant deux exécutions acceptantes sur l'entrée U1, U4, produisant V1, V4 en haut et W1, W4 en bas. Bien, en fait, on va démontrer que si V était différent de W, bien on va pouvoir retirer un morceau tout en conservant cette différence. En particulier, ce qu'on va avoir, c'est cette implication. Si V1, V2, V3, V4 est différent de W1, W2, W3, W4, eh bien, un de ces trois cas-là va être vrai. V1, V4 va être différent de W1, W4, ou V1, V2, V4 différent de W1, W2, W4. Ça, c'est quand j'ai retiré la partie U3. Ou V1, V3, V4 va être différent de W1, W2, W4. Ça, c'est quand j'ai retiré la partie U2. D'accord? Donc, si on a ça, on va pouvoir créer des exécutions plus petites qui vont témoigner de la non-fonctionnalité. Donc, on va s'intéresser maintenant à prouver cette implication. Cette implication, on peut prendre la contraposée.
Et donc supposer qu'on a ici 3 égalités et en déduire l'égalité ici. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Alors, ce qui est en haut, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc c'est un problème de combinatoire de mots. Alors, pour les problèmes de combinatoire de mots, en général, on raisonne selon différents cas, hein, selon que tel mot est plus grand que tel autre, etc. Bien, ici, on va pouvoir se passer de ça, mais on va faire une première hypothèse. En fait, on va pouvoir supposer que le mot V1 est vide. Pourquoi? Ben, s'il n'est pas vide, on pourrait supposer que, par exemple, V1 est un préfixe de W1. Alors, être un préfixe, c'est simplement le fait que W1 serait égal à W'1 pour un certain W'1 suivi de V1. Non. C'est le contraire, donc c'est V1 W'1. D'accord? Donc si on suppose que V1 est un préfixe de W1, ben, si je remplace maintenant W1 par V1 W'1 dans toutes les équations, ben, je vais pouvoir éliminer V1. D'accord? Je vais toujours avoir V1 à gauche de chaque membre des équations, et donc je vais pouvoir éliminer V1. Donc dans le cas où V1 est un préfixe de W1, je peux éliminer V1, et donc par exemple quand je prends l'équation V1 V4 égale W1 W4, j'ai soit V1 qui est un préfixe de W1, soit W1 qui est un préfixe de V1. Et donc on a un cas symétrique qu'on va pouvoir éliminer. Et donc voilà, on suppose que V1 est égal au mot vide. Et donc on se ramène à devoir démontrer l'implication qui est en bas. D'accord? Donc on va supposer l'égalité, toutes les égalités qu'on a à gauche. Alors maintenant, une deuxième étape. Si je considère l'équation V2 V4 égale W1 W2 W4. Eh bien, V4, je sais que V4 est égal à W1 W4. Donc je peux remplacer V4 par W1 W4 dans cette équation. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette équation-là. V2 W1 W4 égale W1 W2 W4. Et là, je peux simplifier, parce que j'ai W4 à droite. Donc je retire le W4. Et qu'est-ce qui me reste? Alors, il me reste V2 W1 égale W1 W2. En gros, le W1 qui était après V2, bien, j'ai pu le mettre devant, mais le V2 s'est transformé en W2. Je peux faire exactement la même chose avec l'équation qui concerne V3. Donc, avec l'équation V3 V4 égale W1 W3 W4. Et j'obtiens un résultat similaire, qui est que V3 W1 est égal à W1 W3. Et donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour conclure. Hein, donc ce qu'on voulait démontrer, c'était que V2 V3 V4 était égal à W1 W2 W3 W4. Donc j'écris V2 V3 V4, bien c'est V2 V3 W1 W4 grâce à V4 égale W1 W4. Donc j'ai simplement remplacé V4 ici dans cette équation. Et puis maintenant ce W1, je vais pouvoir le faire passer devant le V3. Mais alors le V3 va se transformer en W3, comment? Par l'équation 2. Et puis ce W1, je vais pouvoir aussi le faire passer devant V2. Et je me retrouve avec W1, W2, W3, W4. Voilà. Voilà pour la preuve de ce lemme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors,
minutes de questions? D'accord. Ça va aller. Alors, on a vu un algorithme en espace polynomial pour décider la fonctionnalité. Alors, je voulais vous le montrer parce que ça illustre aussi l'utilisation de la combinatoire de mots. Mais en fait, on peut faire mieux. On peut faire en temps polynomial. Alors, ça a d'abord été démontré en 83 par Gourari et Ibarra, qui a défini un modèle de machine à compteur avec test à 0, mais avec une certaine restriction. Alors, les machines à compteur avec test à 0, on sait que le problème d'atteignabilité ou le problème du vide est indécidable. Alors, ce qu'a fait Ibarra, c'est mettre une condition sur ces compteurs et leur évolution. En fait, les compteurs peuvent être dans un mode incrémental ou dans un mode décrémental. Et ce qu'il demande, c'est que le nombre de fois qu'on passe d'un mode à un autre est fixé, constant et connu. Dans ce cas, eh bien, le test du vide est décidable. Et donc, en utilisant ce modèle de machine, il peut décider la fonctionnalité en temps polynomial. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ça permet de le faire. Juste, brièvement, l'idée d'avoir des compteurs, c'est parce que, comme on l'a vu, on peut produire des entrées, des sorties égales de manière complètement différente selon les exécutions. Si on veut démontrer qu'un transducteur n'est pas fonctionnel, donc on va vouloir justement trouver un mot d'entrée avec deux sorties différentes. Ça veut dire que ces deux sorties, eh bien, soit il y en a une qui est plus courte que l'autre, soit il y en a une qui est plus grande que l'autre. Ou il y a aussi le cas où eh ben, on va avoir le IM symbole de la première sortie sera différent du IM symbole de la deuxième sortie. Sauf que ces IM symboles ne vont pas être produits au même moment dans l'entrée. Ils ne vont pas être nécessairement produits en lisant la même lettre d'entrée. Et là, on va avoir besoin des compteurs, justement, pour vérifier que ces deux lettres de sortie sont produites, correspondent bien à la IM sortie des deux mots. Donc on va avoir deux compteurs, en fait, qu'on va tester ensuite pour l'égalité. Alors, nous, on ne va pas regarder cette preuve. Il y a une preuve plus directe qui a été donnée en 2001 par Carton, Béal, Prieur et Sakharovitch. On va s'intéresser à cette preuve-là. Et donc là, je vais avoir besoin de quelques notions qui sont tout à fait classiques, même en théorie des automates. Alors, quand j'ai un transducteur, je vais dire qu'un état Q est coaccessible si à partir de lui, je peux atteindre un état final. D'accord ? Il va exister un mot U produisant une certaine sortie V qui me permet d'aller potentiellement en plusieurs étapes vers un état final QF. Et maintenant, je vais considérer des paires coaccessibles, des paires d'états coaccessibles. Ça va être des paires d'états PQ qui sont coaccessibles par le même mot. Donc en lisant le même mot U, P et Q vont être toutes deux amenées vers un état final, qui ne sera pas nécessairement le même pour P que pour Q, en tout cas vers certains états finaux. Alors, autre notion, quand j'ai deux mots U, je vais noter ici U et V, leur plus long préfixe commun. D'accord ? Et alors maintenant, une notion très importante en théorie des transducteurs, c'est la notion de délai. Bien, quand je prends deux mots U et V, le délai, c'est ce qui va me rester quand je retire leur plus long préfixe commun. D'accord ? Donc c'est la paire U', telle que U bien, peut s'écrire comme ça, plus long préfixe commun de U et V, suivi de U' et V de manière similaire. Alors on peut le voir comme ça, j'ai un mot U. Et ici, j'ai un mot V. D'accord, ça c'est
V, et ça c'est U. Alors, ça ne correspond pas du tout à UV qui est ici en haut. Et donc ça, c'est le plus long préfixe commun entre U et V. Et le délai, eh bien, c'est ce qui me reste là. Ça va être le délai, ça va être cette paire de mots-là. D'accord ? C'est une manière visuelle de le voir. Alors, on a aussi le cas où U est un préfixe de V. Dans le cas où U est un préfixe de V, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a U là, on a V là, et le délai, eh bien, c'est simplement cette partie-là. Donc ça va être de la forme, le mot vide plus quelque chose. Je vais appeler W. D'accord ? Là, on a coupé ici. Donc en fait, les délais, c'est des paires de mots, tels que, tel qu'on a trois cas possibles, soit les deux premières lettres de ces mots diffèrent, soit une composante est vide. Au moins une des deux composantes est vide. OK. Alors, on a une propriété qui est assez sympa pour les délais, c'est qu'on peut calculer le délai de manière compositionnelle. Si je prends deux mots U1, quatre mots U1, U2, V1, V2, le délai de U1, U2, V1, V2, et je peux calculer en considérant d'abord le délai entre U1 et U2. Je rajoute V1, V2 et je recalcule le délai sur tout ça. D'accord ? Alors, j'ai mis la preuve de ça, mais je pense que, étant donné le temps... 5 minutes ? D'accord, ben donc je peux quand même... Si ça t'arrange. Ouais. Je vais passer la preuve quand même. Alors, maintenant, je définis ce que j'appelle les délais d'état. Les délais d'état, c'est tout simplement tous les délais entre les mots que je peux produire quand j'arrive jusqu'au point où j'arrive à un état P et un état Q. Donc si on regarde cette définition, je prends deux états P et Q, et maintenant je regarde toutes les exécutions sur un même mot d'entrée U, d'un état initial P0 à l'état P, d'un état initial Q0 à l'état Q. Le premier me produit V, le deuxième W, et je prends le délai entre ces mots. Donc en gros, je regarde toutes les paires de mots que je peux produire pour arriver, en arrivant à PQ, à la paire PQ, et je prends le délai entre ces mots. D'accord ? Ce sont tous les délais associés à une paire d'états PQ. Hein, donc visuellement, j'ai quelque chose comme ça. P0, P, Q0, Q. Je lis U, je produis V, je lis U, je produis W, et ici, je considère le délai entre V et W. Mais j'aurais pu avoir une autre exécution sur un autre mot, d'accord, un U', V', U', W', et j'aurais aussi considéré délai de V', W' dans cet ensemble. Donc c'est tout ce que je peux générer comme ça. Et donc maintenant, je peux faire deux observations. La première observation, c'est que un transducteur T est fonctionnel si et seulement si pour toute paire d'états PF, QF, qui sont des états accepteurs, qui sont en plus accessibles, donc je peux les atteindre à partir des initiaux, eh bien, le seul délai possible pour PF, QF, c'est epsilon, epsilon. D'accord ? Pourquoi ? Alors pourquoi c'est le cas ? S'il n'est pas fonctionnel, eh bien, ça veut dire que je vais avoir une exécution acceptante qui arrive dans un certain état PF, en lisant un mot U qui produit un mot V, une autre exécution qui arrive aussi dans un certain accepteur qui dit U, qui produit un certain W avec V différent de W. Donc ça, c'est la définition de ne pas être fonctionnel. Maintenant, si j'ai V qui est différent de W, eh bien le délai entre V et W, il est différent
de epsilon epsilon. Si c'était epsilon epsilon, ça veut dire que j'aurais pu leur plus long préfixe commun, c'était en fait tout le mot V et également tout le mot W, donc l'égalité entre V et W. D'accord? Et réciproquement, j'ai aussi la réciproque ici. Ça, c'est la première observation. Donc, si j'étais capable de calculer ces ensembles de délais pour chaque paire d'états, bien, il suffirait de vérifier que j'ai epsilon epsilon pour toutes les paires d'états accepteurs. Bon, le problème, c'est que ces ensembles ne sont pas nécessairement finis. D'accord, hein, donc j'avais fait un dessin ici. Pour P et Q, on regarde toutes les exécutions qui amènent en P et Q, et on regarde tous les délais possibles. Bien, de manière générale, on va en avoir une infinité, et donc cet ensemble-là, delays de PQ, il va être infini en général. Donc les calculer, on ne pourra pas le faire. Par contre, il y a une deuxième observation qu'on peut faire, c'est que si j'ai au moins deux délais associés à une paire PQ, que cette paire PQ est coaccessible, donc je peux atteindre une paire d'états finaux en lisant le même mot d'entrée, eh bien nécessairement, le transducteur n'est pas fonctionnel. Alors, nouveau, oui. Je peux encore prendre 5 minutes. Très bien. Oui, ça m'arrange. Merci. Et donc l'intuition derrière ça, c'est que j'arrive dans la paire PQ, si je reprends ici le dessin, de deux manières différentes, avec des délais différents. Donc on pourrait ici supposer que là, j'ai celui-là qui est différent de celui-là. Et je sais que je vais le déplacer. Donc j'arrive en P et Q de deux manières différentes, en produisant des paires, donc VW et V'W', et en générant des délais différents. Et si ma paire PQ est coaccessible, ça veut dire que je peux, en lisant le même mot d'entrée, U, aller vers des états finaux. Bon, je ne vais pas l'appeler U, je vais l'appeler dire alpha, qui produit un bêta en haut, un bêta prime en bas. Bien, les délais étant différents, je ne vais pas pouvoir rattraper des délais différents avec une seule manière pour générer des égalités. Donc, par exemple, V', ce qu'on voudrait, c'est que V' bêta soit égal à W' bêta prime. Et V bêta est égal à W bêta prime. Hein, ça c'est, si on est fonctionnel, on doit avoir ça. Et bien ça, on ne pourra pas l'avoir dès lors que les délais sont différents. Alors, bon, j'ai fait la preuve ici un peu en détail. Pour démontrer ça, il faut considérer différents cas possibles. Donc c'est un peu de combinatoire de mots. Mais l'idée, c'est voilà, on ne peut pas rattraper des délais différents, des retards différents, en produisant la même paire de mots de sortie. Et donc, si on a une paire PQ avec deux délais différents associés, eh bien, on ne peut pas être fonctionnel. Et donc maintenant, ça nous donne un algorithme, puis je m'arrêterai sur cet algorithme pour tester la fonctionnalité. Bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer tous les délais associés à une paire d'états.
Mais maintenant, on a un critère d'arrêt qui est, si à une paire d'états PQ, on a calculé 2 délais différents, eh bien, on peut tout de suite conclure que le transducteur n'est pas fonctionnel. Et donc, c'est ça l'idée. Au départ, on va partir de l'ensemble visité. Alors oui, il faut d'abord calculer les paires d'états coaccessibles. Donc ça, c'est un problème d'accessibilité dans les automates. On peut les calculer en temps quadratique. Et maintenant, je pars des états. Donc, j'initialise un ensemble d'états visités, un ensemble d'états waiting. Et simplement, je vais explorer toutes les transitions, puis rajouter dans l'état, dans l'ensemble waiting, des nouvelles choses à explorer. Donc, c'est tout à fait classique. Alors, j'initialise visité avec P0, Q0, epsilon, epsilon. Pour P0, Q0 qui est coaccessible et initiaux. Donc P0 et Q0 sont des états initiaux et au départ, quand je commence, je n'ai pas de délai. Donc j'ai epsilon, epsilon comme délai. Waiting, c'est visited. Et tant que j'ai des états, des choses qui attendent, je retire un triplet PQD de waiting. Et maintenant, je vais regarder ce que je peux atteindre en une transition. Donc, j'étais arrivé, en fait, ça veut dire que j'étais arrivé en PQ avec un certain délai D. Et maintenant, je regarde ce qui se passe quand je lis un symbole sigma en entrée, pour tout sigma. Alors, peut-être que, c'est ce qui est ici, j'ai une transition vers P' qui produit V en lisant sigma, une vers Q' qui produit W en lisant sigma, et en plus, je vais m'intéresser simplement aux paires coaccessibles. Eh bien ici, la première chose, c'est calculer le nouveau délai engendré. Et comme le délai, on peut le calculer de manière compositionnelle, bien, il suffit ici que je fasse ça. Je vais prendre D', c'est le délai entre le délai associé à PQ, auquel j'ajoute VW. Maintenant, je regarde, ça me donne un nouveau triplet, P', Q', D'. Donc, j'ai que le délai, j'ai un délai D' associé à P', Q'. Si je ne l'ai jamais visité, bien, je vais regarder premièrement, je vais regarder s'il n'y a pas un autre délai que j'avais calculé et qui était associé à P', Q'. Donc, est-ce qu'il existe P', Q' des secondes dans visiter tel que D' est différent des secondes? Ça, dans ce cas-là, si j'ai ça, je peux conclure directement que mon transducteur n'est pas fonctionnel. Je regarde aussi un autre cas. Est-ce que P', Q', ce sont des états finaux? Bien, si ce sont des états finaux, et que D' est différent de epsilon, epsilon, ça c'était la première observation, eh bien, je sais que mon transducteur n'est pas fonctionnel. Donc ça, c'était observation 1, et ça, c'était observation 2. Si j'ai réussi à passer tous ces tests, bien, j'ajoute P', Q', D' dans waiting, et aussi dans l'ensemble des visités. D'accord? Donc c'est en fait on essaie simplement de calculer tous les délais associés à une paire d'états, et dès lors que j'en ai 2, je peux arrêter de ce calcul. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire la preuve de correction, je pense qu'elle est assez intuitive. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, merci beaucoup Emmanuel, si vous avez des questions, levez la main, je vous donne le micro. Des questions vous pouvez réfléchir un petit peu à vos questions, on a un petit peu de temps. Moi, je me demandais, justement, tu as donné la complexité de cet algorithme? Ça va être polynomial, j'imagine? Oui, c'est polynomial. Alors, c'est polynomial. Donc, en fait, je n'ai pas dit pourquoi ça s'appelait squaring transducers, mais c'est parce qu'on considère le transducteur des paires d'états. Et ici, ce que j'ai entouré là et là, des paires de transitions qu'on peut tirer ensemble sur la même lettre. Donc en fait, c'est un peu comme prendre le transducteur au carré
un produit du transducteur avec lui-même. C'est pour ça qu'il s'appelle squaring transducer. Et la complexité, c'est effectivement polynomial parce que dès lors qu'on va jamais calculer on va jamais avoir dans l'ensemble visité deux triplets PQD, PQD' avec des différentes D'. Donc on va avoir ici un nombre quadratique de triplets dans l'ensemble visité. Voilà, c'est un algorithme quadratique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Spécialement, vous êtes encore un petit peu endormi ce matin. Mais en tout cas, merci beaucoup Emmanuel. Merci. Et normalement, il va y avoir une pause café qui devrait arriver bientôt. Merci.